Alors, ce cours s'intitule le muscle. On va parler du muscle squelettique, du muscle lisse et le muscle cardiaque, aussi bien en ce qui concerne la structure que le fonctionnement. Donc, pour la structure du muscle, ensuite une cellule excitable, le muscle, comme vous le savez, il y a plusieurs types de muscles. Il y a ce qu'on appelle le muscle strié et le muscle non strié. Pour le muscle strié, il y a le muscle squelettique et le muscle cardiaque. Et dans le muscle cardiaque, on va distinguer qu'il y a deux types de cellules. Puis vous avez le muscle lisse, c'est le muscle de l'appareil digestif, de l'utérus. Et dans le muscle squelettique, c'est un muscle volontaire, vous le contractez volontairement. Par exemple, lorsque vous marchez, vous faites contracter votre muscle volontairement avec la marche. La contraction du muscle va donc tirer les os et ce qui permet la marche. Pour le muscle cardiaque, ça, vous ne pouvez pas le manipuler. Il se contracte spontanément. On verra comment, spontanément. Et le muscle lisse aussi, spontanément, de la digestion. Donc, vous ne faites pas contracter ni votre muscle cardiaque, ni votre muscle lisse. Donc, c'est un muscle involontaire. Donc, sur le plan structural. Sur le plan structural, on peut donc faire la différence entre le muscle squelettique par le fait que vous avez ici la cellule, il est cylindrique avec plusieurs noyaux et la présence de striations. Vous avez des stries, vous avez plusieurs noyaux. Donc, il est multinucléé et il présente des striations et la forme, il est cylindrique. Pour le muscle lisse, il y a deux types de muscles lisses, il est multi-unitaire et le muscle unitaire. Vous avez ici la forme de la cellule du muscle lisse avec un seul noyau, donc il est mononucléé et il a une forme fusiforme différente du muscle squelettique. Pour le muscle cardiaque, vous voyez ici, il est distingué par la présence d'un seul noyau différent du muscle strié squelettique. Donc il est mononucléé, mais avec des bifurcations. Alors bifurcation, ça veut dire la cellule fait comme ça, puis il bifurque en deux, il se divise en deux. Voilà. Donc la caractéristique de la cellule cardiaque, c'est la bifurcation et la striation. Il y a aussi au niveau du muscle ici, strié. Ici, il n'y a pas de striation. Il est mononucléé, mais ici, il y a plusieurs multinucléés, et ici mononucléé et mononucléé. Pour les gaps jonctions, vous savez ce que c'est, ce sont des connexines que nous avons étudiées préalablement. Ils sont absentes ici, ils sont peu nombreuses, mais ils sont nombreuses, mais très nombreuses au niveau du cœur. On verra leur rôle, ils jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement du cœur. Pour le sarcomère, on verra ce que c'est, ce que ça veut dire. Il y a un sarcomère, donc on va appeler ça sarcomère pour le muscle strié et au niveau du cœur, mais il n'y a pas de sarcomère au niveau du muscle lisse. Alors pour le tubule c'est quoi? Bon, le tubule, c'est que vous avez le sarcolème, généralement, avec un système tubulaire. Voilà, on appelle ça la membrane de surface. Donc voilà la cellule musculaire. Ici, c'est généralement le sarcolème. On verra ça après. Et ça, c'est le système tubulaire transverse. C'est le système tubulaire. On verra à quoi ça sert le sarcolème et le système tubulaire. Et si vous voyez que le réticulum, il est très développé à l'intérieur, c'est le réticulum sarcoplasmique. On appelle ça sarcoplasmique. Ou bien tout simplement, le réticulum, il est peu développé dans le muscle lisse, mais il est développé dans le cœur et dans le muscle squelettique. Donc sur le plan structural, donc ce qui est en bleu ici, c'est le réticulum. Là aussi en bleu, c'est le réticulum. Et on verra à quoi ça sert tout ça. Donc pour le muscle strié, d'abord on commence par le muscle strié, ce sont des myofilaments organisés en sarcomère. Alors, et le muscle lisse, il n'est pas organisé en sarcomère. On verra ce que c'est. La chose importante pour le muscle squelettique, il faut sachez qu'il y a deux types de contractions. Une contraction phasique et une contraction tonique. Dans la contraction phasique, vous voyez ici qu'il n'y a pas de diminution de la longueur du muscle. Le muscle se gonfle, mais sa longueur reste la même. Donc,
shortens, il réduit la longueur tout en se gonflant, donc sa longueur diminue. Le muscle se contracte avec une diminution de la longueur du muscle. C'est une contraction phasique. Alors qu'ici, la contraction, et il n'y a pas de diminution de la longueur, donc not shorten, il n'y a pas de diminution de la longueur. Regardez la longueur ici et regardez la longueur ici. Lorsque le muscle se contracte, sa longueur diminue ici. Ici, la longueur ne diminue pas. Le muscle ne se diminue pas. Donc, quand vous faites un mouvement comme ça, quand vous portez un poids ici, par exemple, vous tirez vers le haut, vous avez une contraction tonique. Donc, quand vous faites du sport, si vous faites du sport, vous pouvez développer soit ce muscle, soit ce muscle. Donc, ça dépend de la nature du muscle que vous allez développer. Vous avez à la fois des fibres phasiques et des fibres toniques. Donc, si vous faites le poids en faisant le sport, vous développez les mouvements, donc les contractions phasiques. Et ici, vous développez les fibres toniques. Donc, deux types de fibres musculaires du muscle strié. Ça, c'est très important. Les fibres de type 1, ce qu'on appelle les fibres de type 1, ce sont des fibres toniques. Il y a beaucoup de vaisseaux richement vascularisés. Ils ont besoin d'oxygène, aérobie. Pour se contracter, ils interviennent dans la posture et l'étirement. Alors, c'est très important pour les sportifs. Ils développent, par exemple, pour les sportifs de haut niveau, s'ils veulent faire, par exemple, un record, par exemple, lorsqu'ils vont courir un marathon ou bien ils courent un 100 mètres, c'est différent. La posture des athlètes qui font le 100 mètres n'est pas la même posture que ceux qui font le marathon. Ici, la fibre type 2, c'est une fibre rapide phasique, peu vascularisée, il travaille en absence d'oxygène, et ça, si par exemple pour courir le 100 mètres, vous devrez développer ces fibres. Vous voyez qu'il n'a pas besoin d'oxygène. Le record du monde de 100 mètres, je crois que c'est 9,58. Vous voyez que en 9 secondes, vous pouvez arrêter vos respirations pendant 9 secondes, sans problème. Et les personnes, les athlètes qui courent le 100 mètres, Bolton, donc vous le connaissez, Bolton, donc c'est le record du monde. Avant lui, il y avait Carl Lewis. Puis avant lui, il y a eu aussi Ben Johnson. Ce sont des athlètes qui courent. Alors, pourquoi je vous dis ces noms-là? Il suffit de regarder sur Internet leurs photos. Vous allez voir qu'ils sont très musclés. La posture, les muscles sont des muscles phasiques qui se développent. Ce sont des fibres phasiques. Ils ont développé avec l'entraînement qu'ils font, ils développent les fibres phasiques vascularisées. Ils n'ont pas besoin d'oxygène. Ils peuvent courir en 9 secondes 58. Et donc, alors que ici, ce sont des fibres toniques. Vous pouvez faire un entraînement pour développer chez vous uniquement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des fibres phasiques, mais vous développez mieux les fibres toniques. Les fibres toniques, c'est ce qu'ils font le fond, pas le fond, et le demi-fond. Demi-fond, le fond, c'est le Grouge, c'est Aweta, c'est les Kenyans, hein, le Marocanien aussi. Mais c'est surtout le fond et le demi-fond. Hein. Regarde l'allure de Aweta et de Grouge par rapport à celle de Bolton et de Carl Lewis ou de Ben Johnson, et vous allez voir que vous pouvez développer soit des fibres de type 1, soit vous développez les fibres de type 2. Donc il y a deux types de fibres du muscle squelettique, des fibres toniques et des fibres phasiques. Vous faites la différence entre les deux. Donc je vous donne ces exemples-là. Ça vous fait rire parfois, mais c'est important de connaître ces choses-là. Alors, la microscopie, la fibre musculaire squelettique au microscope électronique. Voilà, donc c'est facile à regarder, donc c'est agréable aussi. Deux fibres en vue longitudinale. Et vous voyez que si vous, par exemple, vous avez des striations, des stries, donc c'est pour ça qu'on appelle le fibre musculaire strié. Alors donc ici vous avez les noyaux, et là dans la diapositive suivante, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Voilà, le muscle, il est formé par un ensemble de faisceaux, et chaque faisceau est formé par des fibres. Et une fibre contient ce qu'on appelle une myofibrille. Une myofibrille
Et vous voyez que ici, vous avez deux lignes ici. On appelle ça Z. Ici, c'est Z. Et ici, vous avez des filaments épais. Et puis, vous avez des filaments courts et fins. Alors, vous avez des filaments fins et des filaments épais. Alors, entre deux lignes Z, on appelle ça un sarcomère. Voilà, sarcomère, d'où vient l'appellation sarcomère. Donc, on trouve ça au niveau d'un muscle strié, aussi bien squelettique que cardiaque. Alors, si je regarde un petit peu avec fort grossissement ce qui se passe au niveau d'un sarcomère, je regarde ici que j'ai la ligne Z, ici c'est la ligne Z. Si je fais une coupe ici, j'ai le filament fin. Si je fais le filament ici, j'ai à la fois le filament fin plus le filament épais. Et si je fais une coupe ici, j'ai simplement le filament épais. Ben, la même chose de l'autre côté. Donc entre deux lignes Z, vous pouvez avoir, si vous faites des coupes ici, vous pouvez avoir uniquement le filament fin, ici les deux, et ici le filament épais. Donc pour analyser l'un ou l'autre, il suffit de faire des coupes à des niveaux différents. Alors, donc, ce sarcomère est très important, c'est l'unité motrice du muscle squelettique. Alors, à quoi il est formé le filament fin? Le filament fin, c'est de l'actine. C'est des molécules d'actine qui sont enroulées sur un filament. Alors, donc vous voyez ici, c'est torsadé, c'est comme une corde où vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 molécules d'actine en haut et 7 molécules d'actine en bas. Et 7 molécules, et entre les deux, il y a un filament. C'est la tropomyosine. C'est une molécule de tropomyosine donc, qui s'imbrique entre deux. Dans chaque hélice, donc vous avez deux hélices ici de l'actine qui s'enroulent sur la tropomyosine. Tropomyosine, et vous avez entre chaque pas ici, chaque pas, il y a 3 unités. 3 unités qu'on verra tout à l'heure, c'est de la troponine. Donc, le filament fin, finalement, est constitué par les molécules d'actine, qui sont les plus importantes, qui sont enroulées sur le filament de tropomyosine, et vous avez de la troponine ici, de la troponine là, de la troponine et de la troponine. Donc, je ne vais pas me tarder là-dessus. Si on a analysé biochimiquement les structures du filament fin et du filament épais, pour le filament épais, on a 2 molécules qui sont enroulées l'une sur l'autre. On va appeler ça, cette partie-là, c'est la chaîne lourde. Heavy chain, c'est la queue de la myosine. C'est la myosine, donc le filament épais, est constitué par 2 molécules qui s'enroulent fibrileuses, qui s'enroulent sur elles-mêmes, avec une queue et une tête. Les 2 chaînes au niveau de la queue et au niveau de la tête ici. Donc, si vous voulez, la myosine, il est formé comme ça, c'est comme une raquette de golf, avec ici, c'est la tête. Et vous voyez ici qu'il y a finalement 2 têtes au niveau de la myosine, avec 2 molécules LC1 et LC2. LC1 en jaune et LC2 en orange. Alors, LC2, il va jouer un rôle important au niveau du muscle lisse, non pas au niveau du muscle strié. On verra après à quoi est dû ces 2 molécules. Donc, le filament fin est constitué par les molécules d'actine, de troponine et de tropomyosine, et que le filament épais est formé par 2 chaînes qui forment la queue, avec des molécules LC1 et LC2 au niveau de la tête de la myosine. Donc, il y a la tête et il y a la queue. La queue formée par 2 chaînes et ce qui forme la myosine. Donc, sur le plan structural, je reviens à l'actine. J'ai dit qu'il y a un complexe qui s'appelle la troponine. Si on regarde un peu le détail de la troponine, on va trouver qu'il y a la troponine I inhibitrice, la troponine C qui va fixer le calcium, et la troponine T, c'est la plus grosse. Donc troponine, si je fais ça, la troponine T, puis il y a une intermédiaire, puis il y a C, I et T. Donc il y a 3 molécules de troponine
Alors on ne sait pas pourquoi on a appelé T, on ne sait pas à quoi il sert, mais on sait que c'est là, il va fixer le calcium, c'est pour ça qu'on appelle C, et ça, c'est là, il va provoquer l'inhibition, inhibitrice. On verra comment il va provoquer l'inhibition. Alors, je reviens au fonctionnement qu'il faut expliquer, parce que le fonctionnement, pour nous, c'est le plus important. Donc, lorsque je stimule un axone avec une stimulation, avec un stimulateur, il va créer un potentiel d'action. Ici, on aura un potentiel d'action, donc on sait ce que c'est que le potentiel d'action. Ce potentiel d'action, il va se propager au niveau de l'axone, et on aura une réponse ici. C'est le potentiel d'action au niveau de l'axone. C'est la première réponse qui va apparaître. Ensuite, ce potentiel d'action va traverser, il va aller vers le muscle. Alors rappelez-vous, qu'est-ce qui va être libéré ici? Ce potentiel d'action va libérer de l'acétylcholine, et l'acétylcholine va se fixer au niveau des récepteurs nicotiniques, il va activer un canal sodium-potassium activé par l'acétylcholine, donc un PP, ce qu'on appelle un potentiel post-synaptique excitateur. Et ce potentiel post-excitateur va ouvrir les canaux voltage dépendants au niveau du muscle. Donc potassium, sodium, et on aura un potentiel d'action au niveau du muscle. Donc le potentiel d'action créé par stimulation au niveau de l'axone est dû à une entrée de sodium et à une sortie de potassium. Arrivé au niveau de la synapse, il va faire entrer le calcium par les canaux N, les vésicules d'acétylcholine vont migrer, ils vont libérer l'acétylcholine au niveau de la synapse, et au niveau de la membrane postsynaptique, ils vont activer un canal sodium-potassium par de l'acétylcholine, ils vont créer un potentiel d'action ici. Donc dans le deuxième ici, c'est le potentiel d'action au niveau du muscle. Ici, c'est au niveau de l'axone. Et parallèlement à ça, on va utiliser un appareil qui mesure la contraction, c'est-à-dire un transducteur. Ce transducteur, il permet la mesure, attention, le transducteur permet de mesurer la force exprimée en newton ou en grammes force, soit en newton, soit en grammes. Alors c'est un appareil qui mesure la contraction. Ça, c'est un phénomène électrique. Ça, c'est un phénomène électrique. Ça, c'est un phénomène mécanique. Donc, on va mesurer la contraction. Et vous voyez que cette contraction, qui est un phénomène mécanique, attention, ça, c'est exprimé en millivolts. En millivolts, ça, c'est en grammes force. C'est la force enregistrée grâce à un transducteur. C'est deux choses différentes. C'est une force mécanique. Ne mélangez pas entre la force mécanique et le phénomène électrique. Vous voyez que vous avez d'abord le potentiel d'action au niveau de l'axone, avec du retard, vous l'avez au niveau de muscle, et avec du retard, vous avez la contraction. On va dire que le potentiel d'action au niveau du nerf est transmis au muscle, et le potentiel d'action au niveau du muscle a provoqué la contraction, puisque c'est un phénomène qui va venir après. Alors, si donc on aura réponse suivante, voilà ce qui se passe au niveau structural lorsque le muscle est au repos ou lorsque le muscle est contracté. La longueur du sarcomère, elle est là. La ligne Z, elle est ici, la ligne Z, elle est ici. Vous voyez que lorsque le muscle se contracte, les deux lignes Z se rapprochent. Vous les avez ici, les lignes Z, ils se rapprochent. Et en se rapprochant, il n'y a pas de modification de cette zone-là. Cette zone, elle reste la même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les filaments d'actine sont entrés entre les molécules de myosine. Alors, donc, la longueur ne change pas. Voilà, cette longueur-là ne change pas. Par contre, il y a un déplacement de la ligne ici par rapport à ici. Donc, les lignes Z se rapprochent. La contraction s'explique par un glissement des filaments fins entre les filaments épais. Donc la stimulation électrique, il a fait quoi? Il a simplement déplacé les filaments fins qui vont entrer entre les molécules de myosine, entre les filaments épais. C'est ça l'origine de la contraction. Donc la stimulation a provoqué un rapprochement de la ligne Z. Alors la question, comment
se fait que les lignes Z se rapprochent avec une stimulation électrique? La réponse est la suivante. On sait que le contrôle ionique de la contraction, c'est que la cellule musculaire a une concentration externe. Tout moment, la concentration externe dans le cytosol, dans la concentration ici, est à peu près égale à 1 millimolaire. Donc 1 millimolaire ici. Et on sait que le pic, c'est-à-dire lorsque le potentiel d'action arrive au pic, il y a une entrée des ions calcium dans la cellule. Donc la concentration, si 10 à peu près égale à 10 moins 7 mol au repos, on dit ça au repos, du calcium interne, ici 1 millimolaire. Et alors, on a calculé que lorsqu'on stimule la cellule, la quantité de calcium qui entre, alors, ce n'est pas 1 millimolaire qui entre, c'est uniquement une faible quantité. On a calculé que la concentration du calcium qui entre pendant le potentiel d'action n'est pas suffisante pour déclencher la contraction. Pour déclencher la contraction, il faut une concentration très élevée. Je répète, la quantité de calcium qui entre par les canaux calciques lors de la stimulation n'est pas suffisante pour déclencher la contraction. Donc, d'où vient le calcium qui provoque la contraction? Il ne peut venir que de l'intérieur de la cellule. Alors, dans la cellule musculaire et dans toutes les cellules musculaires, on a ce qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique. Donc, le réticulum sarcoplasmique, lorsqu'on parle du muscle strié, lorsqu'on parle du muscle lisse, on va dire le réticulum endoplasmique. La concentration dans le RS, dans le réticulum sarcoplasmique, est très élevée. Donc, on peut supposer que si le calcium qui provoque la contraction provient du réticulum sarcoplasmique. Alors, comment? Et là, donc, on va voir l'expérience suivante. On va prendre une cellule musculaire géante, chargée avec de l'aécorine. On va la charger avec de l'aécorine. C'est quoi l'aécorine? C'est un indicateur lumineux qui change d'onde lorsqu'il fixe le calcium. Lorsque il n'y a pas de calcium, il a une certaine longueur d'onde. L'aécorine a la possibilité de fixer le calcium. Et lorsqu'il fixe le calcium, il change de longueur d'onde. Donc on va profiter de ça pour faire la chose suivante. On va prendre une cellule géante. On va la charger avec l'aécorine. On prend une micropipette, on ouvre la cellule, donc on a des techniques, une canule, et on va la remplir avec de l'aécorine. Et on va faire une stimulation de cette cellule. Mais on va enregistrer deux choses. Dans un premier temps, on va enregistrer les variations de potentiel avec une électrode, et on va mesurer le changement de la concentration interne de calcium grâce à un photomultiplicateur. Donc on va mesurer la longueur d'onde, les changements de longueur d'onde de l'aécorine, ce qui nous donne un aperçu sur la concentration de calcium. Et dans un troisième temps, on va utiliser un transducteur qui permet de mesurer la force mécanique, la contraction. Donc je répète, l'électrode il sert à mesurer les variations de potentiel. Donc sur un oscilloscope ou un voltmètre, on peut déterminer les variations de potentiel. Avec l'aécorine, en utilisant un photomultiplicateur, l'indicateur métallochromique, on va donc mesurer la concentration interne de calcium grâce à le changement de longueur d'onde de l'aécorine. Et grâce à un transducteur, on mesure la force de contraction. Et on observe que le premier phénomène qui apparaît au moment de la stimulation électrique, il va provoquer une variation de potentiel. En premier, d'abord variation de potentiel en premier. La variation de potentiel donc a ouvert des canaux à la surface de membrane. Bon, on va supposer que c'est un calcium ou autre chose qui est entré dans la cellule, le sodium ou bien la sodium. Donc, il a ouvert des canaux. Et les canaux sont ouverts et ils ont fait entrer des ions. Et ces ions vont déclencher une augmentation du calcium interne. Donc, certainement, le calcium qui est emmagasiné. Donc, on voit qu'à la suite de la stimulation,
il y a une augmentation de la concentration de calcium avec un retard par rapport aux variations de potentiel. Et cette augmentation du calcium interne, avec des retards, va provoquer la contraction. Donc on va dire, le potentiel d'action a augmenté la concentration interne de calcium, et l'augmentation de la concentration interne de calcium a provoqué la contraction. Donc, on va supposer que la chose suivante, vous avez des charges positives, négatives à l'extérieur de la cellule, au repos, la cellule est comme ça. Avec ici, vous avez des réticulomes chargés du calcium. Et vous avez ici l'actine et la myosine, donc vous avez les filaments fins et les filaments épais. Et le muscle, il est relâché parce qu'il est au repos. Il est au repos, la cellule n'est pas stimulée. Donc, lorsque je stimule la cellule, je fais la chose suivante, le muscle se contracte. Il se contracte parce qu'il y a une libération très importante du calcium dans la cellule à partir du réticulum sarcoplasmique. Ici, vous avez le système tubulaire transverse, ici, vous avez le réticulum endoplasmique. Et on voit qu'au moment de la contraction, au moment de l'excitation, le calcium va augmenter dans la cellule. Pour qu'il y ait relâchement, c'est-à-dire la relaxation, il faut que le calcium retourne. La relaxation, il faut que le calcium retourne dans le réticulum sarcoplasmique. Donc, la contraction est due à la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique, on verra comment, et la relaxation est un phénomène qui est dû à un retour du calcium dans le réticulum endoplasmique. Alors c'est ça le cycle de contraction. Alors, actuellement, pour expliquer le phénomène de contraction, on va tenir compte de deux théories. Ce qu'on appelle le calcium induced calcium release, ça veut dire que c'est le calcium qui induit la libération du calcium. Release, liberation, ou induced, c'est le calcium qui induit la libération du calcium. Dans la deuxième théorie, c'est la dépolarisation qui induit la libération du calcium. Alors, dans la théorie du calcium induced calcium release, voilà comment on explique. Alors, c'est la théorie de Fabiato. C'est Fabiato, c'est un chercheur, donc je connais bien. Et que cette théorie du calcium induced calcium release, donc vous avez ici la membrane, c'est le sarcolème. Ici, vous avez le système tubulaire transverse, le STT, et supposons que c'est ça le réticulum sarcoplasmique. Le réticulum sarcoplasmique, donc il n'y a que du calcium ici, que du calcium. La concentration du calcium ici, il est de 10-7, donc il est faible. La concentration ici, 10-3 mol, 10-3. Et ici, il y a 10-3. On ne connaît pas bien la concentration à l'intérieur du réticulum, mais on sait qu'il contient beaucoup de calcium. On va donc dire que dans l'hypothèse de Fabiato, lorsque vous stimulez, stimulation électrique, la propagation de la stimulation dans le système tubulaire qui fait que le calcium va se concentrer ici, il va entrer par les canaux calciques. Ici, vous avez des canaux calciques, donc canaux calcium, et le calcium qui entre va se localiser ici, et par un phénomène d'induction, va libérer le calcium d'une façon très importante. Alors pourquoi il s'est basé là-dessus? Il s'est basé que sur le fait, si vous bloquez la pénétration du calcium dans la cellule, il n'y aura pas de contraction. Par contre, l'injection du calcium dans la cellule provoque une contraction. Donc, vous voyez que le calcium ici est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il est nécessaire. C'est le calcium qui entre par les canaux calciques, c'est un message, et par un système d'induction qu'on ne connaît pas encore, le calcium va être libéré d'une façon très importante. Donc ici, c'est le calcium qui entre par les canaux calciques qui va provoquer la contraction.
Dans la deuxième hypothèse, la dépolarisation induce calcium release, vous avez la chose suivante. Vous avez toujours votre système tubulaire, vous avez le réticulum sarcoplasmique, donc réticulum, ou donc système tubulaire transverse, ici, vous avez le sarcolème ici, vous avez donc le réticulum sarcoplasmique ici, vous pouvez avoir aussi le réticulum de ce côté-là. Il y a beaucoup de vésicules de réticulum qui contiennent beaucoup de calcium ici, beaucoup de calcium ici, et que la concentration de la CAI elle est faible ici, il est de 10-7, ici il est de 10-3, et ici on ne connaît pas bien, mais on dit qu'il y a 10-3 à l'intérieur, donc on va voir. Alors, lorsque vous stimulez la cellule, le potentiel d'action arrive ici, ce potentiel d'action. Dans la théorie de dépolarisation, le potentiel est transmis directement à la membrane du réticulum sarcoplasmique. Et avec un phénomène de dépolarisation, le calcium est libéré. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Cette théorie dit la chose suivante, c'est que le calcium ici, externe, n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est la dépolarisation. Si vous avez une dépolarisation uniquement avec du sodium, vous pouvez avoir une contraction. Dans le cas de la dépolarisation induce calcium release. Donc il y a deux théories. Ici, c'est le phénomène électrique, c'est le potentiel d'action qui va être transmis. Il y a une structure ici, une sorte de gap jonction, ou ce que vous appelez les connexines, qui provoque la libération du calcium à partir du réticulum sarcoplasmique. Donc la première théorie, le calcium est nécessaire mais n'est pas suffisant. Ici, dans la deuxième théorie, le calcium n'est pas suffisant, n'est pas nécessaire à la contraction. Alors ce qui nous ramène à la chose suivante. On peut dire la chose suivante. Si je prends par exemple le muscle squelettique, je fais une contraction témoin et je fais la chose suivante, j'inhibe, je mets ici dans le laryngère. Et lorsque je mets dans le laryngère, mais avec une concentration extracellulaire de calcium est égale à 0. Donc j'élimine le calcium à partir de l'extérieur. Alors dans le muscle squelettique, je pourrais avoir ceci. Et lorsque je fais le retour, c'est-à-dire je reviens en milieu laryngère, pour voir si le muscle n'est pas mort, je obtiens ma contraction de départ. Pour le cœur, alors je vais utiliser une autre couleur, comme ça, ce sera beaucoup plus visible. Donc au niveau du cœur, je fais au niveau du laryngère, je vais avoir une contraction témoin, ça c'est au niveau laryngère. Et lorsque je mets laryngère avec une concentration de calcium extracellulaire égale à 0, ben, je n'ai pas de contraction. Et lorsque je fais le retour, c'est-à-dire en milieu laryngère, je vais avoir ma contraction. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le muscle squelettique et le muscle cardiaque ne se contractent pas de la même façon. C'est ça ce que ça veut dire. Dans une première constatation, c'est que le cœur et le muscle squelettique se contractent différemment. Et vous voyez que ici, si je commence par le cœur, vous voyez que le calcium externe est nécessaire à la contraction. S'il n'y a pas de calcium à l'extérieur, ou bien si j'utilise un inhibiteur, alors vous avez un certain nombre d'inhibiteurs, le verapamil, la dihydropyridine, donc vous connaissez, on a fait ça quand on a étudié les canaux calciques, les différents types de canaux calciques. Donc si j'utilise un inhibiteur ou bien je mets une concentration externe de calcium, je n'ai pas de contraction, ça signifie que le calcium est nécessaire à la cellule cardiaque. Lorsque je fais le retour, vous voyez que la cellule n'est pas morte, elle est toujours vivante. Donc on peut revenir, il suffit de remettre du calcium dans le milieu. Et il se contracte. Donc
je veux dire que Fabiato a raison ici, calcium induce, calcium release. Le calcium externe est nécessaire. Alors ici, au niveau du muscle squelettique, c'est un peu différent. Vous voyez que même en absence du calcium externe, le muscle se contracte. Alors il se contracte, on va dire, c'est la dépolarisation qui a provoqué la libération du calcium à partir du réticulum sarcoplasmique. Donc dépolarisation induce calcium release. Mais en plus de ça, vous voyez que la contraction ici, il est plus importante alors qu'il a diminué lorsqu'il n'y a pas de calcium. Ceci, ça signifie que là aussi, l'absence du calcium a diminué la contraction, donc on peut dire qu'il y a aussi le calcium induce, calcium release. Conclusion, au niveau du muscle squelettique, on peut avoir les deux mécanismes, calcium induce, calcium release, et la dépolarisation induce, calcium release, alors qu'au niveau du cœur, qui est le muscle strié, il y a simplement la dépolarisation induce, calcium release. Donc, deux hypothèses sont valables pour le muscle squelettique et ne sont pas valables pour le cœur qui a simplement là. Donc, ici, on aura la dépolarisation de théorie du calcium induce, calcium release et calcium induce, calcium release. Alors, si je regarde ce schéma-là, c'est un petit peu comment se fait, donc ici, on va essayer d'expliquer comment le potentiel d'action provoque la libération du calcium à partir du réticulum. Alors, les recherches ultérieures aux travaux de Fabiato, ils ont montré la présence d'un récepteur au niveau du STT, donc vous avez la membrane de surface du muscle, le STT et le réticulum sarcoplasmique, et entre les deux ici, entre le réticulum sarcoplasmique et le STT, le système tubulaire transverse, ici c'est le sarcolème, vous voyez qu'il y a une jonction qui dit que, j'ai dit des connexines. En fait, c'est un récepteur. On va appeler ça un récepteur de la ryanodine, ou non, récepteur de dihydropéridine. Vous connaissez ce que ça veut dire. On a déjà fait les dihydropéridines lorsqu'on a fait les canaux calciques. Donc, le récepteur de dihydropéridine, dihydro, donc le mot vous le connaissez, dihydropéridine, par exemple la nifedipine. Donc il bloque, et ce sont des substances qui se fixent sur ce récepteur et bloquent ce récepteur. Alors ce récepteur dihydropéridine, et il y a une communication directe avec un récepteur au niveau de la membrane réticulaire. C'est le récepteur de la ryanodine. Alors la ryanodine, c'est quoi la ryanodine? C'est un ligand endogène de la protéine. Il s'agit d'un alcaloïde toxique. Alors sécrété par une plante tropicale, Rhyania speciosa. Alors ce récepteur est en communication directe avec le récepteur de l'hydropéridine. Je répète, au niveau de la membrane du réticulum sarcoplasmique, vous avez le récepteur de la ryanodine qui joue le rôle d'un canal calcique, puisqu'il libère le calcium à partir du réticulum, et qui est en communication avec le récepteur de dihydropéridine. Donc vous avez le récepteur de dihydropéridine qui va stimuler la libération du calcium par le récepteur de l'arianodine. On peut dire que, qu'est-ce que quoi le récepteur de dihydropéridine? C'est un canal calcique, parce que c'est le canal calcique qui fixe les dihydropéridines. Exemple, la nifedipine. Regardez votre cours sur les canaux calciques. Ça, c'est un canal calcique. Ça, c'est un canal calcique. Et donc, il y a deux types de canaux calcium au niveau du réticulum sarcoplasmique. Il y a un canal calcique qui fixe la ryanodine et qui libère le calcium lorsqu'il communique avec le récepteur de la ryanodine. Et vous avez que le calcium libéré par le réticulum sarcoplasmique va amplifier, va agir sur les autres récepteurs, et il va y avoir un système d'amplification avec une libération importante par des récepteurs de la ryanodine. Donc, à la membrane, vous avez des récepteurs ryanodine en contact directement avec le récepteur de l'hydropéridine. Un peu plus loin, vous avez des canaux calciques
qui fixe la ryanodine et qui libère le calcium dans le cytoplasme. Donc vous avez un système d'amplification. Deux types de canaux calciques au niveau du réticulum, mais c'est à peu près la même chose. Soit il est en contact avec le récepteur de dihydropyridine qui fait entrer du calcium activé par le potentiel d'action, et en même temps la libération de calcium dans le cytoplasme, dans ce qui provoque la contraction du muscle. Voilà un autre système, donc avec un récepteur de dihydropyridine et l'entrée du calcium par le canal calcique. Sachez simplement que le récepteur de la ryanodine, on a mis en évidence la présence de 3 types de récepteurs de la ryanodine. Attention, le type 1, le type 2 et le type 3. Voilà le récepteur de la ryanodine, vous savez lire. Donc vous avez NH2COH dans le cytosol, les deux extrémités de la fonction amine. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 domaines transmembranaires de récepteurs de la ryanodine. Et ce récepteur, il faut rajouter aux protéines que vous avez déjà étudiées. 12 domaines transmembranaires, fonction amine, fonction carboxylique sont cytosoliques, c'est-à-dire dans le cytoplasme. Et il y a 3 types génétiquement différents. Le plus important, c'est celui du muscle squelettique. C'est le récepteur de la ryanodine 1. Celui du cœur et du muscle lisse, c'est le récepteur de la ryanodine 2. Et le 3, c'est au niveau du diaphragme et au niveau du cerveau. Donc là aussi, vous avez au niveau du cerveau. Mais sachez qu'il y a 3 types génétiquement différents de récepteurs de la ryanodine qui libèrent le calcium et qui est localisé au niveau du réticulum sarcoplasmique et qui a un rôle important dans la libération du calcium. Donc ici, vous voyez que la tête de la myosine, au moment où vous avez la ligne Z, vous avez la myosine ici et vous avez l'actine ici. Et généralement, ce qu'on observe, c'est que les têtes de myosine se fixent sur l'actine. Lorsque le muscle est relâché, donc relaxation, vous voyez que la tête ici, la position de la ligne, il est dans une certaine position, et qu'au moment de la contraction, vous voyez que le déplacement de la ligne Z, il est dû à un déplacement de la tête de la myosine sur la molécule d'actine. Il y a une position dans le cas où vous avez un relâchement, et lorsque vous avez une contraction, vous voyez que la tête de la myosine se déplace dans ce sens. C'est au moment de la contraction. Donc relaxation et relâchement, relaxation et contraction. Donc relaxation, contraction. Et vous voyez que la tête de la myosine s'est déplacée. Alors si, avec ce schéma-là, on voit les choses d'une façon beaucoup plus importante. Vous avez la tête de la myosine, voilà. Au moment de la contraction, vous avez les 2 molécules d'actine, vous avez la troponine I, C et T. Et vous avez la tropomyosine. Donc, actine, tropomyosine, troponine. Et ici, vous avez les molécules de myosine. En bleu, c'est la myosine, filament fin, donc vous avez ici ici c'est le filament épais, c'est la myosine. Ici, vous avez les molécules d'actine, les 2 molécules d'actine. Et vous voyez que la tête ne peut pas s'associer avec l'actine. La tête de la myosine ne peut pas entrer ici, ne peut pas entrer dans le site de l'actine. Lorsque vous rajoutez du calcium, vous augmentez le calcium dans le cytoplasme, à ce moment-là, il y a un déplacement des troponines et à ce moment-là, la tête de myosine entre. Il va y avoir une liaison de molécules d'actine. Donc, on va dire la chose suivante. La contraction, il est due à une augmentation du calcium interne dans la cellule. Lorsque le calcium se fixe au niveau de la troponine C, il va y avoir un déplacement de molécules de troponine avec une levée d'inhibition et le site de l'actine est accessible à la myosine et à ce moment-là, la myosine peut entrer dans les molécules d'actine. La contraction, c'est quoi? C'est il faut du calcium, première des choses, la levée de l'inhibition et l'ancrage de la myosine dans les molécules d'actine, ce qui provoque la contraction. On va la voir
d'une façon beaucoup plus importante ici. Vous voyez que ici, vous avez de la troponine C qui fixe, il y a au relâchement, le muscle est relativement un petit peu contracté, donc il y a quelques ions calcium. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle la posture, ce qu'on avait le muscle, il est relativement contracté. Même si vous ne l'avez pas contracté, il est relativement contracté au repos. C'est le tonus, c'est ce que vous appelez le tonus musculaire. Alors le tonus musculaire, c'est que dans le cytoplasme, la concentration de calcium est faible, mais il existe. Donc on a mis 2 ions calcium ici au niveau de la troponine C. Vous voyez que la troponine I inhibitrice, elle est sur les molécules d'actine. Vous avez une en haut, vous avez une en bas. Donc c'est normal. Vous avez donc 2 molécules d'actine. Vous avez la tête de myosine ici, vous avez la tête de myosine ici. Lorsque vous augmentez le calcium dans le cytoplasme, le calcium va se fixer sur la troponine C et le site de l'actine, et à un moment donné, il va y avoir un basculement de la troponine, ici c'est la tropomyosine, un basculement, et le site qui était là, il n'est pas accessible à la myosine, va être à ce moment-là accessible, et la tête de la myosine va se fixer sur les molécules d'actine. Et voilà la contraction lorsque la myosine se fixe sur l'actine, lorsque la myosine se fixe sur l'actine, due à la fixation du calcium. Donc, la stimulation électrique a provoqué une entrée du calcium de l'extérieur qui a libéré à partir du calcium du réticulum sarcoplasmique, et le calcium va provoquer, donc, il va faire la levée de l'inhibition, il va vers les protéines contractiles, il va lever l'inhibition comme dans ce mécanisme-là. Voilà la tropomyosine, voilà la myosine, et vous avez les molécules d'actine avec des sites de fixation. Donc il faut que la myosine se fixe sur les molécules d'actine, et ça, ce n'est possible qu'en présence du calcium. Alors, la relaxation, c'est quoi la relaxation? Donc on efface ce que nous avons vu tout à l'heure. La relaxation, c'est quoi? Vous avez donc la contraction système tubulaire transverse, le sarcolème, vous avez le réticulum sarcoplasmique qui libère le calcium d'une façon passive, puisque la concentration est très élevée ici, il y a beaucoup de calcium ici, il y a peu de calcium ici. Donc là, il n'y a que du calcium dans le réticulum sarcoplasmique, et vous avez des protéines contractiles avec les lignes Z, vous avez de la myosine et de l'actine. Donc la contraction, c'est quoi? La contraction, c'est l'arrivée du potentiel d'action. Alors, soit vous avez des polarisations, soit vous avez du calcium induced release, soit du dépolarisation, libération de calcium, fixation, donc on aura une contraction. Une contraction due à première étape, deuxième étape, troisième étape et quatrième étape. Voilà la contraction. Mais le muscle, il doit se relâcher. Alors pour qu'il se relâche, il faut que le muscle se relâche. Il faut la relaxation. Alors la relaxation, c'est quoi? La relaxation, c'est que le calcium qui est fixé ici, il doit se détacher des protéines contractiles. Première chose. Deuxièmement, le calcium qui est détaché ici, il doit retourner contre le gradient. Donc il va être assuré par une ATPase. On appelle ATPase calcium-magnésium, puisqu'il va travailler contre le gradient. C'est une ATPase qu'on a vue en cours. Donc vous regardez la structure de l'ATPase calcium-magnésium du réticulum endoplasmique. Attention, je vous ai donné l'allure et la forme de cette protéine qui fonctionne, qui transporte le calcium au cours de la relaxation ou relâchement musculaire. Alors, relâchement musculaire, il faut que le calcium qui entre, il faut qu'il sorte. Alors, il va sortir avec quoi? Avec une pompe, une ATPase, calcium, qui va faire sortir le calcium à l'extérieur. Donc, tout ce que j'ai mis en vert, c'est le phénomène de relaxation. Et vous voyez que la durée
de la contraction est toujours court, alors que la durée de la relaxation est beaucoup plus lente. Pourquoi? Tout simplement parce que la contraction est un phénomène passif, ne fait pas intervenir de l'ATP, il n'a pas besoin d'ATP. Par contre, l'ATP est nécessaire à la relaxation. En absence d'ATP, il n'y a pas de relaxation. Lorsque vous bloquez cet ATPase, on prend une autre couleur, voilà. Si je bloque cet ATPase, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens une contraction qui est comme ça, mais avec une phase de relaxation beaucoup plus lente. Voilà la contraction, voilà le relâchement. Ça, on appelle ça une contracture. Ce n'est pas une contraction, c'est une contracture. Il est dû à l'inhibition du réticulum, le pompage du calcium à partir du cytoplasme au moment de la contraction. Et donc, c'est un phénomène actif qui nécessite de l'énergie. Et si vous n'avez pas d'ATP dans le milieu, ou bien vous bloquez l'entrée de calcium, c'est ce qui se passe par exemple lorsque vous faites du foot, ou vous jouez pendant 2 heures, 3 heures, vous avez des contractures. Alors c'est ça la contracture. Le muscle se contracte, mais il ne se relâche pas et c'est très douloureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie. Pour qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie, c'est-à-dire pas suffisamment d'ATP, parce que vous avez brûlé tout votre sucre. Le glucose, il vous manque du sucre, il faut attendre, il faut prendre des bananes ou quelque chose sucré pour générer l'ATP, pour que le muscle retourne dans le réticulum sarcoplasmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Contracture. La contracture, c'est la présence d'une forte concentration de calcium dans le cytoplasme et qui ne retourne plus dans le réticulum sarcoplasmique parce qu'il y a un manque d'énergie. Voilà la signification d'une contracture musculaire. Voilà, donc c'est assuré par une ATPase qui est régulée par le phospholambane. Donc on va dire que le relâchement, il est assuré par une ATPase qu'on appelle la CERCA, relaxation, et qui nécessite une protéine qu'on appelle le phospholambane pour son activité. Voilà le potentiel d'action, comment il arrive. Voilà le récepteur de l'arianodine, de l'hydropéridine, qui stimule le récepteur de l'arianodine de type 1, muscle squelettique, attention, pas de type 2, pas de type 3. Le calcium est augmenté et le calcium a beaucoup de fonctions, énormément de fonctions, mais la plus importante, c'est la contraction musculaire, donc contraction. Voilà, donc ce qu'on peut dire à partir du muscle lisse et du muscle strié, cardiaque et squelettique. Alors pour le muscle lisse, c'est un peu différent. La différence entre le muscle lisse et le muscle strié, c'est que d'abord il n'y a pas de striation. Vous regardez dans ce schéma-là, c'est un muscle du muscle lisse, donc des intestins, donc de l'estomac, ou au niveau de l'utérus, et vous voyez que la cellule ici, il est mononucléé, et mononucléé avec peu d'actine, peu de myosine, mais avec des corps denses au milieu. Donc ici vous avez l'actine et la myosine, il n'est pas bien développé. Ici vous avez des filaments contractiles, c'est de l'actine et de la myosine, mais il n'est pas très développé sur le plan structural. Donc voilà l'actine, la myosine, et vous avez, lorsqu'il se contracte, le muscle il change carrément de forme. Le muscle lisse, il est un peu différent du muscle strié. La différence, on va parler uniquement de la différence en ce qui concerne le muscle lisse. L'entrée de calcium dans la cellule muscle lisse se lie à une protéine. Donc là, c'est déjà différent. Et rappelez-vous que je vous ai dit, pour le muscle lisse, le réticulum sarcoplasmique n'est pas bien développé. Parce que, en fait, on n'a pas besoin du calcium réticulaire dans le muscle lisse. Le calcium qui entre par l'extérieur va s'associer à une protéine qu'on appelle la calmoduline, très important. Une protéine de liaison de calcium, calcium binding protein. Cette protéine, donc, il va faire la chose suivante. Le complexe calcium-calmoduline qui s'est formé
va activer une enzyme qu'on appelle les kinases des chaînes légères de la myosine. Rappelez-vous où se trouvent les chaînes légères. Donc vous avez la myosine ici, comme ça. Ça, c'est la chaîne lourde. Et vous avez au niveau de la tête, vous avez LC1 et LC2, LC1 et LC2. Donc ça, c'est les heavy chains, là, c'est light chain. Vous avez la queue et vous avez la tête. Donc, cette calmoduline, complexe calmoduline calcium qui s'est formé active une enzyme. Il se situe où? Il se trouve au niveau des chaînes légères, ici. Chaîne légère qui permet la phosphorylation d'une des deux chaînes de myosine légère de chaque tête de la myosine. Et il a besoin de l'ATP. Donc, il a besoin de l'énergie, comme d'ailleurs le muscle strié. Cette phosphorylation va permettre le démasquage de la liaison d'actine sur la myosine. Vous voyez ici que ce n'est pas le calcium tout seul qui va démasquer l'actine, le site de l'actine, vis-à-vis de la myosine. Et vous voyez ici, c'est le complexe calcium calmoduline. Il faut qu'il se fixe à la calmoduline qui va directement sur la tête de la myosine. Au niveau de la tête de la myosine, vous avez LC1 et LC2. Et voilà ce que vous aurez. Vous aurez la liaison de l'actine avec la myosine induit la contraction de la fibre musculaire lisse. Fibre musculaire lisse. Donc la contraction du muscle lisse ne nécessite pas du calcium externe en grande quantité. Il y a du calcium entrant au niveau des cellules muscles lisses. Mais vous voyez ici que la contraction du muscle lisse nécessite de calcium et calmoduline pour lever l'inhibition de l'actine, donc de la myosine, qui va se fixer sur les molécules d'actine. Voilà la différence entre le muscle lisse et le muscle strié. Alors, si vous référez à ce que, à chaque fois, à la fin du cours, je vous donne quelques anomalies. Quelques anomalies, et les anomalies des canaux ioniques, vous vous rappelez ce que ça donne. Et ici, dans les anomalies, il y a quelques lexiques que vous devrez connaître. Par exemple, lorsqu'on parle de la myopathie, c'est un ensemble de maladies neuromusculaires qui se caractérisent par une dégénérescence du tissu musculaire. Alors, l'origine de la myopathie peut être génétique. Donc, c'est la maladie de Duchenne. On appelle ça la maladie de Duchenne, due à une dégénérescence du chromosome. Et vous avez aussi, il peut être d'origine métabolique. Par exemple, vous n'avez pas un enzyme ou un déficit d'enzyme. Il peut être acquise due à une intoxication ou à une inflammation. La myopathie regroupe donc un ensemble de maladies, peut être soit génétique, soit métabolique, soit acquise due à une intoxication. Il peut être aussi congénital, il présente dès la naissance. Donc au moment de la naissance, donc ce sont des gens qui ne marchent pas, c'est ça la myopathie. Il y a l'hyperthermie maligne. L'hyperthermie maligne, c'est une maladie musculaire transmise selon un mode autosomique, dominant, non lié au sexe. Alors, l'hyperthermie maligne, généralement, il se manifeste lorsqu'on subit une anesthésie, lorsqu'on va rentrer dans un bloc opératoire et on va subir une intervention pour une maladie quelconque. Donc la première fois qu'on subit une anesthésie, c'est vraiment très dangereux parce que si vous avez le gène de l'hyperthermie maligne, vous risquez de ne pas vous réveiller. Alors c'est très important de voir si vous êtes sensible aux anesthésiques ou pas anesthésiques. Alors il n'y a pas de test, on ne peut pas savoir si vous êtes porteur du gène de l'hyperthermie maligne. Pour faire ça, il faut faire une biopsie et voir si vos muscles sont, lorsqu'on les met en contact avec les halogènes, exemple succinylcholine, avec un anesthésique, une substance qui est anesthésie. Donc lorsqu'on met en contact avec le succinylcholine ou bien avec les anesthésiques, les halogènes, pour endormir la personne, alors les muscles ne marchent plus, et tout s'arrête. L'hyperthermie est une maladie donc générale et la personne peut ne pas se réveiller parce que
vous avez un problème au niveau du calcium, du métabolisme du calcium au niveau du muscle qui est déclenché par les anesthésiques. Donc lorsqu'on subit l'anesthésie pour la première fois, il faut demander à Dieu de ne pas avoir le gène de l'hyperthermie maligne. Donc, parce que si on a le gène, il se peut qu'on ne se réveille pas et donc c'est très dangereux. Mais ça arrive la première fois, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on est porteur du gène jusqu'au moment où ça arrive. Et là, on sait. Donc, on peut savoir ça avant, mais il faut faire un prélèvement de vos cellules musculaires. Voilà. Donc, je m'arrête là pour ce qui concerne le muscle.